Bonjour à tous, bienvenue dans Flight Simulator en VR. Alors on va se faire un autre petit bush trip, je sais pas encore lequel, mais j'ai envie de vous faire profiter un petit peu de mes petits bush trips. Alors qu'est-ce qu'on va se faire? Les contenus personnalisés, est-ce que je ferais peut-être pas autre chose? Alors, à réfléchir, hein. De Vancouver. Je vais prendre ça, je pense qu'on aura une petite vision assez sympa avec quand on a fait le VL3 l'autre fois, donc on va peut-être faire découvrir autre chose. La Finlande. Moi j'aime beaucoup les peepers. Pour se balader c'est vraiment sympa. Est-ce que je ferais pas autre chose? On a du choix hein, quand même, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. On va aller voir dans les persos. Alors, j'ai récupéré ça aussi. Ça pourrait peut-être être intéressant à tester. C'est un bush trip qui a été fait visiblement sur quelque chose qui a été fait en vrai par deux jeunes gamins qui avaient, je crois, peut-être 16 ans. Sur un petit peeper comme ça dans les années 66, voilà. Donc c'est vraiment tiré d'une histoire vraie. Donc à voir, on va peut-être faire ça. En 1h32, un peu trop long. J'aurai pas le temps aujourd'hui pour faire ça. Bon, on va faire autre chose. Hein. Alors, sinon, on va continuer notre petit tour là, dans l'Ouest américain ou à Los Angeles. Voilà. Soit on part de là, mais c'est un petit vol qui fait 12 minutes. J'aimerais faire quand même un vol un petit peu plus long que ça. Las Vegas, Salt Lake, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Alors, on a 20 minutes. Bon, allez, on va se faire ça. 8e étape du voyage. Poursuit notre périple à travers les merveilles naturelles de l'ouest des États-Unis, notamment les canyons de Zion et Bryce, le parc national de Glen Canyon et Canyonlands. Vous explorerez également les panoramas classiques de l'ouest que sont Monument Valley et le parc national d'Arches, Arches plutôt en anglais, ainsi que l'imposante montagne Shiprock. Parmi les merveilles créées par l'homme, citons la mystérieuse zone 51, le barrage de Glen Canyon et le Cliff Palace dans le parc national de Mesa Verde. Eh ben allons-y, voilà, on va découvrir un petit peu ça. Ça doit être la zone 51 justement. Groom Lake. Allez, on va faire une petite balade dans le désert américain encore. Donc on part de Las Vegas. Donc on va vraiment passer par des points un peu mythiques, hein, la zone 51 là, qui est toujours pas officiellement reconnue par les Américains. On va pouvoir un petit peu en parler. Donc, comme ça je vous ferai un petit tour de ce que moi je connais un petit peu dans la région, hein. Pas grand chose, mais bon, quelques petites choses que je connais un peu sur la zone 51. Alors, voilà à Las Vegas. Alors, on va basculer en VR. Ah, hop. Voilà. Alors, dans le désert de Las Vegas. Quelques lags, à mon avis, c'est que la ville doit être en photogrammétrie et le temps que ça charge un petit peu, on aura peut-être un petit peu des petits sauts d'image au début, le temps que ça se charge. Donc là, hop, on va prendre le log. Alors après le décollage, dirigez-vous à l'extrémité sud du célèbre strip de Las Vegas et suivez-le vers le nord. Donc un cap 327. Donc on va suivre tout simplement ce que l'on a là. Alors les volets, un cran,
symétrique, c'est parti. Je n'ai jamais encore volé sur Flight Simulator à Las Vegas. Sur DCS, oui, mais pas sur Flight Simulator. Alors, cap 3.27, on a de la photogrammétrie, hein, c'est pour ça que ça met un peu de temps pour charger. Bon, dans la réalité, je passerai pas comme ça. Hein. Au-dessus des parkings. Hop, donc on a la belle Las Vegas qui est en face de nous. Je vais mettre toujours un petit peu à droite du trait, histoire d'avoir une meilleure visibilité sur la gauche. Hein. Voilà, la pyramide de Las Vegas, on se voit le Sphinx, on pourra aller faire un petit tour. On a un vol qui est assez court. C'est superbe. La définition de la photogrammétrie dans cette zone a l'air vraiment très jolie. Il n'y a pas trop de ralentissement, hein, ça fonctionne bien. Regarde-moi ce beau château là. Ah, c'est très chouette, c'est très bien rendu. Hein. C'est marrant, c'est vraiment là le casino, là, ça doit être un casino, je crois, Mandala Bay, ou un hôtel, ouais. Mais c'est vraiment très proche de l'aéroport. Alors je suis assez étonné, c'est relativement fluide. Dans le casque, l'image est vraiment nette. Quelques petits ralentissements, on voit sur le côté à 90 degrés. Mais je suis assez étonné. Ouais. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi fluide pour une ville en photogrammétrie, aussi détaillée que ça. On va se mettre en vue extérieure. La tour Eiffel. Ah, la photogrammétrie est superbe, vraiment. Oh, c'est très chouette. Très chouette. Zone en construction visiblement là. On voit la base de Nellis là à 1h. Hein. Oh, c'est très beau. Très beau. Une ville qui est quand même assez étendue. Hein. Quand on regarde, ouais, c'est quand même grand. Hein. C'est tout plat. Ça prend quasiment une bonne partie de la vallée. Alors, hop. Donc on voit Nellis qui est là-bas. Hein. On voit les pistes de Nellis. Continue le long du strip en passant devant la tour Stratosphère. Direction du centre de Las Vegas, mais ça c'est ce qu'on vient de faire. Et on va prendre un cap 303 maintenant. Après avoir passé le centre-ville, tournez vers le nord-ouest et rejoignez l'autoroute US 95 en direction du nord-ouest. Je vais desserrer un peu parce que le casque il me serre un peu. Ah, ça doit être la route qui est là. Non, ça va être l'autoroute que l'on a là. Donc on va aller reprendre un petit peu à gauche. C'est très beau et je ne me serais pas attendu à une telle fluidité sur une carte en photogrammétrie comme ça. Je sais pas à combien d'images par seconde je dois être avec le casque,
mais j'avoue que c'est sympa. Et j'ai le sentiment, le fait de pouvoir en plus enregistrer directement depuis le Pico, ben en fait on gagne, je pense qu'on gagne des FPS. Plutôt que l'enregistrement se fasse sur l'ordinateur où ben, forcément ça demande de la puissance de calcul supplémentaire au niveau du CPU. Et ben là le fait de... Non, c'était pas cette route là. Ben, le fait de justement que ce soit enregistré directement par le Pico, je pense qu'on s'économise justement de la ressource du CPU. Et c'est pas plus mal. Donc non, c'était pas celle-là. D'autres aéroports de Las Vegas, ouais, il y a quand même 2 grands aéroports. Hein. Alors sur un de ces grands aéroports, il y a une compagnie, alors, je ne sais plus si elle existe toujours, je pense que oui, qui s'appelle Janet, qui est une compagnie de 737 privée, et qu'en fait c'est le gouvernement, qui assure des lignes avec la fameuse zone 51 pour transporter le personnel. Et donc ils ramènent du personnel quasiment tous les jours sur la zone 51, c'est assez discret. Voilà. Bon. Est-ce qu'on va y passer là sur la zone 51? Je ne pense pas, vu la durée du trajet qui est relativement court. Mais voilà. On a les montagnes au fond, c'est très très beau. Je redis ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que j'ai l'impression que la photogrammétrie des zones aux États-Unis est beaucoup plus fine que dans le reste du monde. Quand je vois les routes, bon là on est, enfin la photogrammétrie, les images satellites. Là, ça a l'air encore d'être de la photogrammétrie. Hein. Quand on voit les maisons, c'est vraiment des maisons qui sont, c'est pas des maisons basiques de Flight Simulator. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment de la photogrammétrie. Et ouais non, les montagnes sont super belles. Hein, ce qu'on voit au loin, c'est net. On voit vraiment les aspects de falaise qui sont très très marqués. Alors on va regarder un petit peu où c'est que ça nous amène tout ça. On a 11 minutes jusqu'au prochain waypoint. Oh, il nous amène où ça? Ah ouais, on a une belle branche là. On va se filer dans la vallée là, au milieu de rien du tout. Donc c'est un cap 303, on va se recaler un petit peu. Les grands axes, typiques des États-Unis, hein, ces grands axes routiers. Hein. C'est vraiment une région laquelle j'avais adoré voler avec le Piper. Et ouais, même là avec le DA42 c'est plaisant, même si j'avoue la visibilité sur le DA42 est moins bonne hein, avec les moteurs. On profite un peu moins bien du paysage, même s'il avance bien, hein, on a 160 nœuds, donc c'est un bon petit avion de vol VFR. Mais la visie, c'est pas ce qu'on a de mieux sur un avion VFR. Alors on voit vraiment le relief, là, comment ça monte en pente sur la droite, c'est très beau. J'aurais bien envie de me prendre un chasseur et d'aller me balader là dans ces régions-là en radada. Ça doit être vraiment sympa. Donc là, on est en train de quitter Las Vegas. Et donc on a l'impression qu'on va un peu au milieu de nulle part. On a une route, un grand axe routier quand même, qui part on ne sait trop où. Très très beau, hein. Vraiment les paysages, qu'est-ce que c'est beau, et encore plus en VR. Hein. En VR, on est dedans. Donc là, je pense que je vais vous faire de temps en temps des petits vols comme ça, histoire de vous faire profiter de mes petits bush trips. Alors pas tous, hein, parce que sinon on est parti pour des centaines et des centaines d'heures de jeu.
Mais voilà, vous emmenez avec moi sur certaines petites balades comme ça. Un golf au milieu de nulle part. Et ouais, donc faire un petit peu découvrir certaines régions. Bien sûr, hein, prenez votre Flight Simulator, vous découvrez aussi par vous-même. Mais voilà, de vous donner cette impression en plus de la VR, si vous n'avez pas franchi le pas, voilà. Faites-le. Hein. Voilà. Donc ça va bientôt faire 3 semaines, je crois maintenant que j'ai le Pico. Et j'en suis vraiment très 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 content. Même plus que le G2, hein. Même si le G2 j'en étais content aussi. Mais d'avoir un sweet spot beaucoup plus large, vous profitez encore plus du paysage. Ça c'est vraiment, vraiment appréciable. Et je réitère ce que je disais dans la première vidéo du Pico. C'est actuellement, il n'y a pas photo, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Si vous cherchez un casque VR pour pas trop cher, que vous avez une configuration moyenne, je dirais pas encore haut de gamme, hein, si vous êtes comme moi dans une 3080, c'est un très bon plan. Très très bon plan. Actuellement, j'ai vu il est à 340 €. C'est quand même 200 € de moins que le Quest 3. Alors oui, le Quest 3, on trouve beaucoup de vidéos du Quest 3. Forcément, il vient de sortir. C'est le gros bébé de Meta, donc tout le monde juge un peu par Meta. Mais très franchement, si vous voulez vraiment faire quasiment le gros de la VR sur Flight Simulator, le Pico, pour le prix, j'estime que c'est beaucoup plus rentable. Vous mettez à peine 340 € au lieu de 550 €. Je pense qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo du tout. Hein. Et vous profitez vraiment d'une immersion qui est vraiment réussie. Graphiquement, c'est propre. Est-ce que le Quest 3 est plus fin graphiquement? Je ne saurais pas dire. Je serais assez curieux de pouvoir tester un de ces jours le Quest 3 pour pouvoir comparer. Mais très franchement, le Pico, moi je suis assez étonné. Je ne m'attendais pas à un rendu aussi bon et aussi fluide surtout. Donc pour ça que je dis vraiment, c'est le meilleur rapport qualité-prix. On avait pour habitude de dire avant que le Quest 2 était le meilleur rapport qualité-prix. Oui, il était moins cher, l'image était moins nette. Mais très franchement, hein, avec les lentilles pancake, ça n'a rien à voir. L'image elle est superbe, hein, dans le Pico. Elle est pas parfaite. J'ai pas d'avis sur des casques qui sont un peu plus haut de gamme. Donc je serais assez curieux de tester, hein, également. Vario, pour moi, point de vue budget, je trouve que c'est trop cher. Alors il y a certainement une expérience qui est bien meilleure, je ne le nie pas, mais ça reste quand même très cher d'aller sur un casque qui est à 1000 € hors taxe, hein, donc vous rajoutez à peu près 200 €, hein, donc 1200. Voilà, je trouve que ça fait cher, ça fait très cher. C'est certainement meilleur, je n'en doute pas. Maintenant, en termes de casque VR natif PC, vous n'avez pas grand chose sur le marché. Il y avait le G2 qui était le seul avec un prix à peu près abordable, tout de même à 600 €. Et après derrière vous avez le Vario Aero. Après il y a les Pimax. C'est critiqué les Pimax, il y en a eu des biens, il y en a eu des moins bien visiblement. Voilà, donc après là, vraiment si vous êtes sur du PC natif, je pense que le meilleur c'est le Vario Aero. Là vous aurez peut-être pas de perte de framerate comme on peut avoir sur le Pico ou le Quest 3, vu que comme j'expliquais, l'ordinateur va compresser l'image pour l'envoyer dans le casque. Là vous n'aurez pas ce travail de compression de la part du CPU et du GPU. Voilà. Donc vous allez pouvoir en fait sur un casque VR natif profiter de performances brutes, quoi. Mais à l'heure actuelle, ce que je trouve dommage, c'est que on a des casques qui sont plus chers pour ces casques PC natifs
ce que je n'arrive pas trop à comprendre, c'est que un casque qui serait en PC natif ne nécessiterait pas de développer un aspect logiciel pour compresser et décompresser ce genre de vidéo. Il n'y aurait pas besoin d'avoir un processeur hyper puissant comme on peut avoir sur ces casques autonomes. Et pourtant, ils sont plus chers. Je comprends pas la logique. Il y a certainement une raison, mais je ne la comprends pas. Pourquoi un casque autonome qui a une batterie, un processeur plus puissant intégré, pourquoi c'est au final moins cher? Je comprends pas. En tout cas, voilà, pour 300 €, mais ça vaut son prix largement, quoi, un Pico 4. Ce côté casque autonome m'avait un peu fait réfléchir. Où je me disais, je vais pas trop utiliser l'aspect autonome du casque. C'est vrai, pour l'instant, j'avoue que j'ai pas vraiment joué beaucoup à des jeux comme ça. J'ai testé. Bon, je suis moins fan. Donc on voit qu'on a des jeux graphiquement qui sont moins beaux. En fait, au final, je préfère utiliser mon casque sur Flight Simulator comme ça. C'est beaucoup plus sympa. Puis ça correspond plus à mon utilisation. Hein. Mais ça vaut vraiment le coup pour 300 €, quoi. Alors, on arrive à notre point tournant. Direction nord-ouest. Continue à suivre l'autoroute qui tourne vers l'ouest. La piste d'atterrissage de Desert Rock se trouve juste au nord de la route. Alors, au nord de la route, donc ça va être à droite. Bah, je crois qu'on la voit déjà. C'est celle-là. Ah non, 6 minutes, non, c'est pas tout de suite. Il y a un terrain d'aviation là dans nos 1 heure, mais ça ne correspond pas à l'image qu'on a là. C'est super joli, hein. Vraiment cet aspect désertique, c'est bien. On profite du désert sans avoir la chaleur. Alors je sais pas où est-ce qu'on est, ce que c'est comme terrain ça. Alors un terrain au milieu de nulle part, là, est-ce que ça serait pas une base militaire, certainement? Ouais, une petite ville, hein, vraiment les aspects du désert, c'est superbe. Tourner la tête à 360 degrés. Waouh. On est dans le désert, hein. Vraiment on est dans le désert, quoi. Sans la chaleur. Alors on continue sur l'autoroute. On va passer un petit peu vers les reliefs là. Donc vraiment, ouais, non, ce Pico 4, à l'heure actuelle, pour moi, c'est la meilleure expérience VR que j'ai connue. Je n'ai pas connu des gros casques haut de gamme, hein. Mais vraiment, ouais. En plus, le casque, il est pas trop gros, il est assez léger. En termes de confort, peut peut-être faire mieux. Voilà, je pense que oui. Est-ce que j'améliorerai le confort de ce casque avec une sangle peut-être différente? C'est possible. C'est possible. Voilà. Mais la priorité, je pense que le mois prochain, je vais faire les lentilles pour la lumière bleue. Ça sera la première chose. Alors, j'ai pas le sentiment que ça me bousille les yeux quand même, hein. Même si j'utilise des vols qui font généralement 1 heure. Ça va, il y a un peu de fatigue oculaire derrière, d'avoir peut-être l'écran assez proche des yeux, mais ça va. Après, ce que je trouve dommage, c'est que j'ai des lunettes de confort
Et les lunettes, c'est vraiment lié à la forme de mes lunettes, elles sont un petit peu plus élargies et ça rentre pas super bien dans le casque. Donc si je le mets, c'est un coup à les casser, je pense. Au niveau des soutiens sur le nez, c'est peut-être un des seuls défauts. Regardez là, les reliefs en dessous là, c'est chouette. J'ai vraiment une impression de survoler ces terrains-là. Alors on a moins de résolution, hein, on le voit, on est à basse altitude. C'est un peu moins net, hein, certains détails. Après le but c'est pas de voler aussi bas. Hein. Quand vous êtes un peu à distance, vous regardez les montagnes qui sont un tout petit peu plus éloignées. Cette différence, cette baisse de netteté de l'image satellite est très peu perceptible. Alors je pense que ça peut s'améliorer cette définition dans les réglages. Est-ce qu'on va vraiment, on va tester. On va tester ce que ça donne. Donc on est là. Voilà, niveau de terrain, je suis à 210, donc je suis à la moitié. Si je mets à 400, qu'est-ce que ça va donner? À mon avis, je vais perdre en images par seconde. Ouais, alors là, on va laisser le temps un petit peu de charger peut-être. Mais ouais, je vois qu'au niveau de l'image, c'est moins fluide, hein. Ça saccade un petit peu quand on passe. Juste en dessous. Est-ce qu'on y voit vraiment une réelle différence par rapport à ce qu'on observait avant? Au niveau de la définition du terrain, j'y vois pas une grosse différence. J'ai l'impression que les tuiles elles se rechargent. Est-ce qu'on voit un petit peu des tuiles qui se chargent? Ouais, ça améliore un peu la définition. Parce qu'on voit le terrain là, je sais pas si ça se voit sur la vidéo. On voit ici que ça charge un peu plus foncé. Progressivement, on voit des tuiles qui chargent. Mais c'est un peu plus foncé. Mais vous dire, est-ce qu'on a une grosse différence de détail? À l'œil nu, c'est pas si flagrant. Faudrait le voir sur les reliefs, peut-être plus. On va aller voir un peu par là. Est-ce qu'on va avoir une vraie différence au niveau des falaises et des rochers? Je vais redescendre peut-être un petit peu pour voir. Je suis pas convaincu qu'on ait une énorme différence de résolution. On voit que ça charge là, les reliefs qui sont là. Ouais, on y gagne oui, un peu en résolution, mais est-ce que ça justifie la perte d'image par seconde? Je suis pas convaincu. Les couleurs sont peut-être un petit peu plus vives sur les nouvelles tuiles. Mais je pense que on va trouver un juste milieu. Je vais revenir un petit peu plus bas. 200, ça me paraît être quand même un bon rendu. On va rester vers 220. C'est bien, je pense. C'est bien. Quoi? Ultra données vectorielles du terrain. On va rester ça en haut. Niveau des objets, j'ai vraiment baissé le niveau des objets. Et puis le reste, je pense qu'on est très bien. Les arbres, j'en ai mis moins. En intermédiaire, c'est déjà très très bien. Ça a vraiment affecté les perfos. Donc non, je pense qu'en redescendant à 200, on est bien. On a un bon compromis. Alors, la piste, je pense que c'est celle qu'on voit là. Enfin, on voit surtout les bâtiments hein, pour l'instant. Quoique, c'est peut-être pas les bâtiments que je vois à midi. Hein. C'est peut-être ceux... Ouais, non, c'est peut-être à midi. Ouais. Donc voilà, bon, j'ai un peu testé les paramétrages graphiques. Alors, on a senti quelques ralentissements. Je pense que c'était plus dans le chargement des tuiles.
final, avant, j'étais très content d'avoir une vingtaine d'images par seconde avec mon G2. Ben, d'avoir 40 images par seconde avec le Pico, même si j'ai dû diminuer un tout petit peu les aspects graphiques, ben, j'y vois pas de différence flagrante en termes de qualité de l'environnement. La qualité de l'environnement, ça se voit pas vraiment, même si j'ai un peu baissé les paramètres graphiques. L'expérience de vol est quand même meilleure, c'est vrai, quand on est dans les 40 images par seconde. Après, d'avoir plus, je suis pas convaincu que ça soit très utile sur une simulation où on vole assez lentement. On voit bien la Lune. Mais je pense qu'un bon compromis, c'est d'être, je pense, dans les 30-40 fps. Pour la VR, je pense que ça donne une bonne fluidité. Maintenant, si on peut avoir 70 images par seconde, ça doit être sympa aussi. Hein. Mais voilà, faut faire ce compromis entre performance, qualité visuelle. Et bon, moi, je trouve que d'être entre les deux, c'est bien. On est bien. Alors, hop, sortie du train. Ouais, sur très très beau relief. Hein. Il est au milieu de nulle part. Je sais pas ce qu'il fait là, ce terrain. Mais on est, il n'y a rien du tout. Hein. Un petit freeze. Alors il y a des petits freezes de temps en temps. Ça revient vite, hein. C'est pas trop un souci. Regardez que le relief, en fait, comme ça monte, c'est pas du tout plat. Hein. C'est un peu aussi ce que j'ai découvert sur certaines maps comme ça, là, dans certaines régions, où on est en petit piper et en fait on voit le terrain qui monte. Ben nous, faut monter avec. Et il y a des fois avec un petit piper, bah ça suffit pas, ça monte pas aussi bien. Donc, ouais, on a l'impression que le terrain est plat, mais en fait pas du tout. C'est assez fantastique cet effet-là. Allez, hop, dernier cran. Voilà, l'image est pas super nette sur la piste. Hein. Le contraste n'est pas énorme entre la piste et le reste. Et la piste, elle n'est pas du tout plate, quoi, ce que je vois. C'est un terrain qui monte, moi j'ai l'impression. Voilà, on freine. On termine cette première étape. Vous savez quoi? On a un petit peu de temps. Je pense qu'on va faire la suivante. Ouais, j'ai encore un peu de temps. On va pouvoir faire une autre étape. Donc, 2 étapes dans un vol. Alors. Donc on était sur Las Vegas à Salt Lake. Bon, notre petite étape, 15 minutes, c'est bien. Ouais, c'est bien, des petits vols comme ça. Alors des fois, ouais, c'est quelque chose que j'avais aussi avec le G2. Voilà, on a l'image qui tremble lors des phases de chargement. Ça le fait avec Flight Simulator, ça le fait aussi avec DCS. Alors je sais pas si quand il y a des images qui sont fixes comme ça, pourquoi le casque parfois il vibre. C'est moins flagrant là, mais c'est vrai que sur le G2, c'était assez souvent. Ah, j'ai quoi là? J'ai pas le bouton. Bon, on va le recharger. J'ai pas le bouton pour lancer.
Voilà, prêt à voler. Voilà. Alors, on est reparti. Donc, le log. Après le décollage, dirigez-vous vers le nord et passez au-dessus des montagnes, puis suivez la route qui mène au nord, au centre d'essai du Yucca. Allez, c'est parti. Pas de frein, c'est parti. Donc, vers le nord. 353 le cap. Au niveau du palonnier, moi j'utilise le palonnier de... Opa. Je regarde à l'intérieur et je regarde plus devant. Hop. Moi j'utilise donc le palonnier Virpil, enfin j'ai toute la gamme Virpil. J'avais fait une vidéo d'ailleurs dessus pour montrer un peu le matériel. J'ai le palonnier Virpil, j'ai le manche Virpil que j'ai entre les jambes, avec une accroche que je mets sur le bureau, donc je peux le bouger. C'est très simple à verrouiller et ça marche très bien. Et après en manette des gaz, j'ai la manette des gaz Virpil aussi, c'est une double manette des gaz. Donc pour des avions bimoteurs comme là, ça peut être très bien. Hop, voilà, vous voyez, je touche qu'un seul moteur. C'est plus du matériel pour faire de l'avion de combat, mais ça marche très bien pour faire de simulateur, il n'y a pas besoin d'affecter beaucoup de boutons. Et la précision de pilotage que j'ai, j'avais pris un petit tube qui permet de rallonger en fait le manche, c'est-à-dire qu'au lieu de fixer directement le manche sur la base, en fait il y a un petit tube qui le rallonge un petit peu, et ça c'est vrai que vous pouvez faire sur Virpil. Vous pouvez choisir, je crois qu'il y a 3 tailles de tubes différentes qui vous permet de rehausser en fait votre manche. Alors mon manche paraît être un petit peu haut par rapport à ma position de pilotage sur l'ordinateur, sur le bureau, mais au final en faisant ça, on y gagne en débattement. Ça fait que j'ai un débattement qui est plus large, et comme on a un débattement plus large, en fait on peut faire des plus petits mouvements et on y gagne en précision. Et ça, j'avoue que c'est quand même pas mal de gagner en précision. Voilà, on passe la petite crête. Et donc au niveau de la précision de pilotage, vraiment ce matériel Virpil, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle. Alors il y a WinWing qui est très bien aussi, que je peux conseiller. Mais Virpil est très bien, on est sur du matériel très très qualitatif. WinWing a sorti tout récemment de très bonnes choses avec une manette des gaz de F-16, un manche de F-16 aussi qui va sortir, un ICP là où on rentre les fréquences radio sur le F-16. Donc si vous faites du F-16, partez sur du WinWing. Après Virpil, on est plus sur un manche qui ressemble un peu à des avions russes. Voilà. D'ailleurs vous avez des inscriptions en russe sur le joystick. Mais je pense que c'est peut-être un peu plus polyvalent. La manette des gaz, c'est pas une manette des gaz d'un avion précis, mais au final ça reste un peu du matériel à tout faire, plus polyvalent je pense. Et puis il y a 2 manettes des gaz, ça c'est la grosse différence. Si vous volez sur plusieurs avions, c'est quand même bien parfois d'avoir une manette des gaz double. Alors, donc on est toujours sur notre cap 353 jusqu'au prochain point qu'on arrive là. On oriente. Suivez la route vers le nord le long de la large vallée tout le long du côté est de la route se trouvent des cratères formés à la suite des essais nucléaires, le plus grand étant le cratère Sedan, situé au pied des montagnes à l'extrémité nord du champ de cratères. Alors, on va peut-être monter, alors c'est peut-être ça, les cratères qu'on voit. Donc ça c'est des zones, à mon avis, en vrai on peut pas les survoler, ça doit être certainement encore contaminé, donc ça doit être des zones interdites. On va monter.
pour profiter un peu du paysage différemment plus haut. Alors à l'est de la route, ouais, donc c'est sur la droite. Hein. Donc tant qu'on y est, je peux discuter un peu de simulation. Donc comme je disais, la VR, ça reste un très très bon investissement. Ce qui est aussi un investissement, je pense, qui est important, c'est le matériel de pilotage, les contrôleurs de vol, manches, manettes des gaz, palonniers. J'ai longtemps volé avec le Thrustmaster Cougar, qui était le manche et la manette des gaz du F-16 en métal. J'ai beaucoup volé sur F-16, donc ça ne me dérangeait pas. Mais les potentiomètres, au bout d'un certain temps, ils ont commencé à... la zone de neutre commençait à être très moyenne. Voilà. Donc ça, c'était un peu gênant. Mais après, ça restait du bon matériel, mais au bout d'un moment, j'en suis séparé. Parce que déjà, je faisais moins de F-16, mais surtout, la précision du joystick, elle me plaisait de moins en moins. Et après, j'ai volé longtemps avec... comment il s'appelait celui-là? Le VKB Gladiator, qui est un tout petit manche. Donc on va dire j'ai un peu régressé. Mais en fait, un petit manche comme ça, c'était bien. Sur un bureau où j'avais pas beaucoup de place, il était très très bien. Il avait une bonne précision. Il n'était pas très cher en plus. Vraiment, c'est un petit manche que je conseille. Et jusqu'à ce que je passe à du Virpil, où là, bon, c'est sûr, ça prend plus de place. D'avoir le gros palonnier, la grosse manette des gaz, le gros manche, mais en termes de plaisir de pilotage, de précision de pilotage, ça n'a rien à voir, vraiment. Alors, donc on a dit les cratères un peu à l'est. Donc, une base militaire en dessous. On est un peu à gauche de notre trait, à droite de notre trait. Hein. On doit suivre logiquement la route là. Est-ce que là c'est certainement une base test? Je sais pas, non, je pense pas, parce qu'il y a une piste. Donc s'il y a une piste, à mon avis, c'est que ça doit être quand même un peu utilisé, ou ça a dû être utilisé. C'est au pied des montagnes, à l'extrémité nord du champ de cratère. Alors, hop, on va stabiliser un peu. Hein. Voilà. Alors, je crois qu'il y a l'impression que le palonnier il est encore... Parce que l'avion il est un peu en crabe. Alors, je sais pas pourquoi, et des fois ça se dérègle, alors que visiblement le palonnier il n'y a aucun souci. Pourquoi? Alors ensuite, bon, ça sert à rien de trop monter, hein, parce qu'après on va devoir descendre. Hein. En tournant vers le nord-est, voilà, c'est après on commence à voir le point tournant, à partir du cratère de Sedan. Alors on repère un peu. On a certainement une piste secrète, ouais. Vous arriverez à la mystérieuse zone 51 et à l'aéroport Omei qui se trouve à côté du lac Groom. Voilà. On retrouve la route qui est en dessous. Il faut savoir que dans la réalité, toute cette zone elle est interdite. Même
même je pense au sol. Il y avait eu un point haut qui était situé, je sais plus quelle zone par rapport à la zone de Groom Lake, qui était accessible, où il y a des gens qui pouvaient monter en haut de cette zone et on pouvait voir de loin, enfin de très loin quand même, les pistes de Groom Lake, et donc certains pouvaient regarder un peu l'activité de la zone 51. Il y a des vidéos qui tournent où on voit notamment les avions de Janet se poser. Depuis, cette zone est inaccessible parce que le gouvernement américain a acquis cette parcelle de terre, ce qui fait qu'aujourd'hui cette zone est dorénavant dans une zone interdite. Donc il n'y a plus de point de vue qui permet d'avoir une vue dégagée de Groom Lake. Alors voilà les cratères. Voilà les cratères. Ben, il y en a quelques-uns. Je crois qu'ils ont mis des pistes pour tester notamment les effets des bombes nucléaires sur des bâtiments, sur des véhicules. Bon, on est monté très haut là, 9000 pieds. Bon, après le terrain est un peu plus élevé, je pense. Donc on va être à peu près dans les 6-7 000 pieds. On a une vue quand même assez dégagée de la région. C'est très beau. Donc on va tourner ensuite à droite et donc on va avoir Groom Lake qui va être dans le coin. Donc on a un lac asséché blanc. Il faut savoir que les lacs blancs que l'on voit souvent, ça c'est des lacs complètement asséchés. Et je me demande même si c'était pas des lacs salés. Comme quoi, en fait, l'océan était là auparavant. D'où le sel. Alors, voilà, le plus gros cratère, ça doit être celui-là. Ça doit être celui que l'on voit là à 11h. Un gros cratère. Ça a dû péter fort. Il y a beaucoup de traces d'explosion. On a quoi en vitesse sol là 154 nœuds. Comme on a vu, ça Groom Lake, ça doit être le lac blanc que l'on voit là-bas. Vraiment les régions désertiques comme ça dans Flight Simulator, je trouve que le simulateur les sublime. Généralement on avait des zones qui étaient vides, on avait un désert, il n'y avait rien quasiment comme détail, mais là on a une multitude de détails sur le terrain et des lignes sur le sol, les lignes de crête qui sont vraiment superbes. Bref, c'est très très beau et ça rend les paysages d'une beauté assez majestueuse, quoi. Même dans le simu, ça rend vraiment bien, quoi. C'est très très beau, très 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 beau. Ouais, on va se mettre un peu en descente. Visiblement, il faut suivre la route qui est là, je pense.
Ah oui, donc là on a un gros cratère aussi. Hein. C'est peut-être ce cratère-là ouais, dont il parlait. Il y a plusieurs cratères, ouais. Mais il y en a un gros là. On va accélérer. Je me disais, dès qu'on réduit la puissance sur cet avion, ça freine. On t'en il accélère bien. Hein. Alors. Donc, on va être sur un cap. 0,59. Donc là, je précise qu'on est dans une zone où aucun avion n'a le droit de venir voler en vrai. Ben, dans Flight Simulator, vous pouvez le faire. C'est ça qui est fun. Alors bien sûr, il ne faut pas se leurrer, hein, les images que l'on a, elles ont certainement déjà un peu été filtrées. Hein. Mais voilà, on a le sentiment de voler un peu dans une zone interdite. Alors Groom Lake, faire un petit aperçu un peu historique, hein, c'est une base qui a été utilisée au début de la guerre froide hein, pour tester des prototypes d'avions secrets. Et notamment le premier à être testé sur Groom Lake, c'était le U-2. Pourquoi? Parce que c'était une zone qui était très retirée, il n'y avait pas de piste à l'époque, et en fait ils utilisaient le lac gelé, en fait, enfin, le lac asséché plutôt, pour servir de piste. Comme vous avez donc une immense étendue, comme vous pouvez voir en face, ben, en fait ça vous permettait de vous poser dans toutes les directions. Alors que si vous avez une piste, ben, vous pouvez vous poser que dans deux directions. Donc le gros avantage d'avoir un lac asséché comme ça, c'est de pouvoir avoir une immense piste, mais qui est orientée dans tous les sens en fait. C'est là tout l'intérêt, c'est pour ça que cette zone a été choisie, et en plus à l'abri des regards. Donc c'est le U2 qui a été testé là, après ils ont créé des pistes, et a été testé aussi le SR-71 Blackbird. Donc c'est aussi une base qui a servi à ça. Et c'est une base qui a également servi à tester les prototypes Tacit Blue. Tacit Blue, c'était le premier avion furtif de l'US Air Force, qui était un prototype pour tester en fait la forme d'un avion, pour voir si ça pouvait rendre l'avion furtif. Et après le F-117 aussi a volé sur cette base. Donc voilà, tous les avions, les prototypes les plus secrets ont volé là, à l'exception du B2. Le B2 n'était plus vraiment secret, il a volé directement à Edwards pour ses essais. Mais voilà, c'est une base qui est extrêmement secrète, on ne sait toujours pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des avions, il y a des rumeurs comme quoi le remplaçant du SR-71 volerait apparemment sur la zone 51, voilà, on arrive sur la zone 51. On ne sait pas. On ne sait pas, l'armée américaine n'a jamais officiellement reconnu la zone 51. Et donc on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. Donc il y a des rumeurs comme quoi les Américains auraient récupéré des vaisseaux extraterrestres qui seraient crashés, notamment celui de Roswell. Est-ce que c'est vrai? On n'en sait rien. Voilà. Il y a beaucoup de rumeurs sur cette base, hein, soi-disant même certains vont jusqu'à dire que des entités aliens collaboreraient avec les Américains sur cette base. Je n'en sais strictement rien, mais voilà, c'est le mythe, c'est le mythe de cette base, hein, vraiment. Allez, on va se poser. Alors, ce qui est vrai, c'est que vous avez ce qui intrigue sur cette base, c'est que vous avez des pistes extrêmement longues. Vous voyez la piste qui est là. Voilà. Elle est extrêmement longue. Alors, j'ai plus la longueur, mais je pense que ça fait pas de l'ordre de 9 km. Alors, la question qui se posait, c'est qu'est-ce qu'on peut utiliser sur une piste qui nécessite une piste de 9 km? Bonne question. Voilà. Je n'en sais rien. C'est quand même une très très longue piste. Mais il faut savoir que sur cette base, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des endroits où il y a des F-16, alors peut-être pas dans ce coin-là, mais il y a une zone à l'écart où il y a des F-16 qui sont prêts à décoller en alerte pour aller intercepter des intrus.
Et comme c'est une base qui est au milieu d'un centre d'entraînement de Nellis, de la base de Nellis, pour les exercices Red Flag, en fait, il y a assez peu d'avions civils qui arrivent jusque-là. Mais il y a quand même des F-16 qui sont, je pense, c'est sur le hangar qui est juste là, ou un peu plus loin, là, en bout de piste. Et donc vous avez des F-16 qui sont des F-16 certainement en alerte. Voilà. Donc ça alimente pas mal de théories du complot, cette base. Hein. Voilà. Mais il faut savoir que le gros le gros de l'activité de cette base est souterrain. On suppose qu'il y a plusieurs niveaux souterrains sous cette base pour cacher ce qui s'y passe, et notamment pour cacher ça des satellites espions russes, chinois. Donc en fait, on sait très peu de choses de cette base, très peu de choses. Allez. On va tourner. Alors, en termes de longueur de piste, on va pas être embêté. Hein. On va prendre celle-là, la piste intérieure la plus longue là. Ah, on a des croix. Donc là, quand on a des croix sur des pistes comme ça, c'est qu'on ne peut pas se poser. Donc elle serait désaffectée cette piste. C'est tellement blanc qu'en fait je vois quasiment pas les détails sur la piste. Voilà, on est posé sur la zone 51. Voilà pour ce petit périple, voilà, 2 petits vols hein, qui nous ont amenés sur une zone interdite. Voilà, une zone mythique. Rendez-vous pour un prochain vol, je sais pas encore ce qu'on fera. On verra bien. En tout cas, c'est toujours plaisant ces petits bush trips là. Je rappelle que ce bush trip gratuit, on le trouve sur flightsim.to et c'est un bush trip World Seeing Tour. Voilà, World Sightseeing Tour qui est gratuit et là vous avez des dizaines et des dizaines de vols à faire. Allez-y, servez-vous, c'est gratuit. Merci aux concepteurs parce que c'est vraiment sympa. Ce petit reproche, voilà, j'aurais pas forcément pris du DA42, j'aurais préféré peut-être un autre avion. Voilà, mais bon. Après, le DA42, il vole bien. Pour le voyage, c'est un très bon avion, c'est pas la question. Voilà, à bientôt.